闹钟，那人了吗？嘛过来了。怎么了？Les Hmong, plus connus sous le nom de Méo, forment l'une des plus importantes populations montagnardes de l'Asie. Ils sont plus de 6 millions, dont le berceau de la race se situe en Chine septentrionale. Tout au long de l'histoire, les écrits ont signalé les guerres menées par l'Empire chinois contre les Hmong. Peu à peu refoulés vers les zones montagneuses du sud de la Chine, ces nomades se trouvent actuellement éparpillés jusqu'au Vietnam, au Laos, en Thaïlande et en Birmanie. Dans un village Hmong, les premiers rayons du soleil voient parents et enfants prendre le chemin du travail quotidien. Tous ces gamins jouissent d'une liberté totale que l'absence de scolarisation leur accorde, puisque la langue Hmong n'a pas d'écriture. Au Laos, où la communauté Hmong a trouvé son épanouissement culturel, il existe une forme romanisée du Hmong que les missionnaires avaient établie pour pénétrer cette ethnie. Hmong blanc, Hmong noir, bleu ou rayé, toutes ces tribus font partie du même peuple et parlent la même langue. Seule la tradition vestimentaire les distingue les uns des autres. Quand le pavot est en fleurs et colore la montagne, les Hmong doivent faire alterner les journées entre l'incision qui fera jaillir la sève laiteuse du bulbe et la récolte du lendemain. L'eau vient de la montagne jusqu'au village par cette canalisation en bambou. Elle est distribuée à toutes les maisons par le même procédé. Vivre en montagne impose d'être autosuffisant. Tous les membres de la famille ont leur rôle dans la fabrication des vêtements. Pendant que la femme assouplit le chanvre en l'écrasant avec une pierre plate, l'homme file des quenouilles sur son rouet.
Les anciens du village sont là pour veiller au cérémonial religieux du maniement des armes. On pourfend l'adversaire avec le sabre et le fourreau sert à la parade. La maîtrise parfaite des armes révèle les origines guerrières de ces tribus. La religion Hmong est basée sur la croyance en l'existence de Dieu, d'esprits des lieux, d'esprits qui peuplent la maison, d'esprits malins et des esprits des morts. La naissance d'un enfant n'est que la réincarnation des esprits d'un parent mort. Une maladie, un accident, ne sont que la manifestation matérielle de l'indisposition d'un de ces esprits qui habitent le monde spirituel Hmong. Pour apaiser cet esprit chagrin, un sacrifice est nécessaire. La volaille est dédiée à l'esprit concerné. L'officiant l'invite ensuite à passer à table. Pour connaître les volontés de l'au-delà, les moitiés d'une corne sont jetées à terre. Leur position relative révèle le message des esprits. Pour les événements plus graves, la présence d'un sorcier est nécessaire. Chaque aspect de la vie quotidienne des Hmong est ainsi conditionné par leurs croyances. L'amour commence à 13 ans, sous le signe du romantisme et de la liberté.
Pendant ce temps, les vieux du village perpétuent la tradition de l'opium. Le lendemain de l'incision, la sève du pavot s'oxyde à l'air libre et prend une couleur brune. Elle est recueillie à la serpe et mise en une boule que cette femme enveloppe dans les pétales de la fleur. Seule la culture du pavot peut procurer aux Hmong assez de revenus pour acheter au peuple de la plaine riz et légumes qu'ils ne peuvent cultiver sur les maigres terres de montagne. Les Karen, peuple d'agriculteurs qui habitent le village d'en bas et qui disposent d'une abondante nourriture grâce à la fertilité des terres de leur vallée, ravitaillent les Hmong et reçoivent en retour de l'opium. Dans ces régions reculées, le commerce reste encore au niveau du troc. À part l'opium, la seule monnaie qui ait une réelle valeur aux yeux des Hmong sont ces pièces de 1 roupie qui datent du temps des Indes anglaises. Leur teneur en argent est reconnue. Elles ont aussi l'avantage d'être transformables en bijoux somptueux avec une forge de fortune.
Retranché dans ces montagnes, le monde Hmong se suffit à lui-même. Les tissus sont élaborés sur place et il suffit d'un ménage pour faire fonctionner le moulin. Le sorcier intervient dans les moments graves ou importants de la vie. Isolé dans l'obscurité par un voile noir, il se soûle du bruit d'un gong sur lequel un assistant frappe en cadence. Dès que les esprits sont rassemblés, en présence de l'épée magique, la communication avec le sorcier en transe s'établit à travers ses incantations. La cérémonie dure 4 à 5 heures, jusqu'à épuisement physique de l'officiant. Plus connus dans ces régions comme peuple de l'opium, les Hmong, de leur origine septentrionale, ont gardé le besoin de la fraîcheur. C'est pour cette raison qu'on les trouve sur les pentes montagneuses situées à plus de 1500 mètres d'altitude. Pour vivre, ce peuple ne dispose dans la montagne que d'un peu de terre cultivable qu'il arrache par le feu à la jungle qui les entoure. Deux ou trois récoltes achèvent d'épuiser ces rares terres fertiles que la mousson met à vif lors de son passage. Alors, il faut recommencer ailleurs.
Les Hmongs ne se nourrissent d'ordinaire que d'un peu de riz qu'accompagnent quelques légumes. La viande n'est consommée que lors des sacrifices. Les coqs, les cochons et bœufs du village ne servent d'ailleurs qu'à cet effet. La chasse fournit le complément de viande.
De la lente et pluriséculaire migration des vastes espaces nordiques vers les jungles des montagnes du sud, l'histoire du peuple Hmong s'est trouvée liée dernièrement aux deux guerres d'Indochine. C'est ainsi que s'étant trouvés minoritaires dans les pays où ils s'étaient implantés, les Hmong ont cru trouver au sein des forces françaises puis américaines qui combattaient les mouvements révolutionnaires la reconnaissance par les armes de leur identité. De ce fait, avec la victoire d'un gouvernement communiste au Laos, les Hmong se sont vus livrés à leurs anciens ennemis. Beaucoup ont pris le maquis. D'autres, comme ce groupe, ont préféré l'exil et la reddition. Nous les avons surpris au petit matin alors qu'ils venaient de traverser le Mékong, cette frontière naturelle entre le Laos et la Thaïlande. Aoปืนวางไว้ปืนวางไว้ปืนวางไว้เอารับบ้างปืนวางไว้ปืนวางไว้ปืนวางไว้ปืนวางไว้ปืนวางไว้ปืนวางไว้ปืนวางไว้เดี๋ยวละเอาปืนก่อนครับ Après l'angoisse de cette traversée, vient l'humiliation du désarmement. Les autorités thaïlandaises ont accueilli sur leur sol plus de 100 000 réfugiés, endossant ainsi une lourde charge pour le pays. Elles assimilent plus facilement les ethnies Laos et Khmer qui leur sont proches. Il en est tout autrement des tribus montagnardes Hmong qui sont plus difficilement acceptées. La raison majeure de cette défiance est que, contrairement à leurs frères du Laos, les Hmong ont de ce côté de la frontière fourni abondamment en hommes les maquis de la gauche thaïlandaise. Des mesures policières particulièrement méticuleuses suivent cette entrée en Thaïlande. Les empreintes digitales sont soigneusement consignées lors de l'établissement de l'identité de chaque individu. Puis la police les isole dans des camps de transit avant de les diriger sur les grands centres de réfugiés. Actuellement, plus de 40 000 Hmong séjournent dans les camps du nord de la Thaïlande. Ils sont regroupés avec les autres tribus montagnardes, Yao, Lisu, comme ici à Nam Yat.
Cantonnés derrière les barbelés, ces fils de la montagne essaient de recréer leur cadre de vie normal. Les maisons s'étalent comme de coutume le long des pentes abruptes. Le point d'eau reste le lieu de rencontre du camp. Pendant que les seaux sont alignés, les nouvelles s'échangent. Puis les femmes repartent, chargées des bambous remplis d'eau. Rien n'arrête les gestes millénaires de la vie quotidienne de ces peuples. La détresse de l'exil ne fera pas oublier à cet homme le langage de sa flûte. Devant l'afflux croissant des réfugiés, la Thaïlande a construit de nouveaux camps pour recueillir les Méos. Ici, à Nong Khai, les locaux se sont vite trouvés surpeuplés et il a fallu dresser à la hâte des paillotes entre les bâtiments existants. La vie ne s'arrête pas pour autant et les familles déjà nombreuses s'agrandissent durant ce long exil. Leurs besoins immédiats sont pris en charge par le Haut Commissariat international aux réfugiés. Ils attendent là, parfois pendant des années, l'hypothétique visa d'un pays qui veuille bien les accueillir. Pour calmer leur tristesse, ces jeunes gens improvisent sur leurs vielles traditionnelles les rengaines d'autrefois. Pendant ce temps, l'inactivité et l'incertitude du lendemain laissent la porte ouverte à toutes les aventures. S'ils n'ont pas de hobby comme cet amoureux des coqs de combat, la majorité d'entre eux sombrent dans la nostalgie du pays perdu
et s'en remettent aux hommes providentiels qui viendraient les sortir de cet exil. Nous sommes allés voir le camarade Kamani, un officier du Pathet Lao qui commande une garnison située sur le Mékong, pour lui demander son point de vue sur le problème Méo. Si les Méo traversent le Mékong, est-ce que vous les arrêtez ou est-ce que vous tirez sur eux? On tire. Ce n'est pas moi qui donne l'ordre de tirer. Ce sont nos supérieurs qui nous ont confié la mission de contrôler cette frontière du pays. Nous devons appliquer à la lettre leurs instructions. Ces groupes de Méo, si l'ordre est de les massacrer, nous les massacrerons tous. Camarade Kamani, est-ce que tu as déjà entendu parler des réseaux de résistance dans la montagne? Est-ce que cette résistance existe réellement? Cette résistance existe dans la montagne et vient des Méo. Des populations ont été entraînées par les Méo qui mènent une propagande contre les autorités Lao. C'est ainsi que les Laotiens ont abandonné femmes et enfants pour les rejoindre. Ils se battent donc aux côtés des Méo. N'y a-t-il que des Méo dans la résistance? Les Laotiens ont rejoint les Méo pour former un seul mouvement qui a pour nom Lao Kusa. Mouvement laotien pour la reconquête du pays. Les Méo vivent dans la montagne et suivent les directives du général Van Pao. Ils ont déclenché la guerre pour conquérir le pouvoir, espérant ramener Van Pao dans 2 ou 3 ans. 3 ans sont déjà passés et Van Pao n'est toujours pas revenu. Ils ont été trompés par le général Van Pao. En attendant, les Méo font la guerre contre l'armée Lao. Ils sèment le désordre dans le pays pour que le Pathet Lao ne puisse pas vivre en paix. Lors de la dernière guerre, les Hmong combattaient au sein d'une armée dirigée par le général Van Pao et servaient de fer de lance contre les troupes du Pathet Lao. Après sa fuite aux États-Unis, ce dernier avait laissé derrière lui quelques brillants officiers qui ont repris le combat pour la reconnaissance de la personnalité Hmong. Se présentant comme les messies qui ramèneraient le peuple Hmong au Laos où régnera la paix, ils fondent des maquis et instaurent une religion nouvelle dont nous voyons ici la célébration du culte au camp de Ban Vinai. Les dieux d'or et d'argent sont érigés pour ressusciter toute la culture Hmong à travers un folklore revu et corrigé, bien sûr. Les adeptes de cette secte sont les fervents supports des frères qui luttent encore dans les maquis du Laos. Pour ces hommes, à qui les armes n'ont su donner une patrie, l'appel à la croyance et le retour aux origines sont désormais le seul moyen de s'affirmer en tant que peuple.
Nous sommes allés demander au leader Hmong, Van Nhi, pourquoi il quitte le Laos. Nous sommes partis du Laos parce que nous ne sommes plus chez nous là-bas. La région de Xiên Khoang, où nous sommes établis depuis 3 siècles, est occupée par 60 000 Nord-Vietnamiens. Et le gouvernement de Quai Son a commencé par arrêter nos officiers pour les envoyer dans les camps de travaux forcés, camps camouflés comme camps de rééducation. Les hommes sont utilisés à la place des animaux et des machines. Et cela s'accommode mal avec la personnalité humaine. D'autre part, le gouvernement communiste a cassé les structures familiales qui sont très importantes chez les Hmong. Et les enfants sont séparés des parents, les garçons des filles. Cette destruction systématique, toute notre structure sociale, se signifie la mort des Hmong. D'ailleurs, le gouvernement lao actuel n'est pas à 100% laotien. On peut dire qu'il est sous ordre des conseillers nord-vietnamiens. C'est pourquoi actuellement il y a des habitants qui se révoltent contre ce gouvernement. En fait, les structures sociales basées sur la famille et le clan forment le principal obstacle au socialisme. Pour ces nomades en détresse, il ne reste plus que l'espoir de trouver une terre d'asile. La Thaïlande étant déjà surpeuplée, les États-Unis, l'Europe, le Canada et l'Australie sont les seuls à offrir des possibilités d'accueil. Nous assistons ici aux interviews préliminaires des Américains qui ont accepté chez eux cette année quelques 2000 Hmong. You studied English 3 years? Where? In Laos? Okay, why did you study English in Laos? Why did you study English in Laos? Nhớ vì đi chào cái đẹp rồi anh chị em lo đây. Because he was a soldier, all right. Do you have any questions? Mis en fiche, répertoriés et sélectionnés, les Hmong font ensuite ce grand saut qui les transporte des montagnes perdues du Laos au monde mécanisé de l'Amérique ou de l'Europe. Attention please. Allow for off-board air flight BB600. Flight BB600. Thank you.
En Amérique ou en Europe, ceux-ci cesseront d'être les seigneurs des cimes, à l'image de ce dicton. L'eau est aux poissons, l'air aux oiseaux, la montagne est aux méos.